Hi everyone, Ambassador Nikolai. Bonjour à tous. L'ambassadeur Nikolai Kortunov nous rejoint aujourd'hui. Il a occupé des postes précédents, tels que chef de la section politique de l'UUBEV en Russie, représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l'OTAN, et également haut fonctionnaire arctique de la Russie au Conseil de l'Arctique. Oui, merci de participer à l'émission, monsieur l'ambassadeur. Yes, thank you for joining the program, Ambassador. تهدي عبريم. And yeah, well, the topic of discussion is. Et oui, eh bien, le sujet de discussion est l'Arctique. Je voulais vraiment vous poser quelques questions à ce sujet, parce que, comme nous le savons, dans le passé, l'Arctique était en grande partie exempt de cette rivalité entre grandes puissances. C'est-à-dire que nous pouvions coopérer même pendant les tensions. Mais maintenant, malheureusement, nous ne pouvons même pas coopérer au sein du Conseil de l'Arctique. Ainsi, la coopération et la compétition dans l'Arctique semblent changer, car il y a maintenant plus d'intérêts stratégiques en termes de routes maritimes ainsi que de ressources naturelles, alors qu'en même temps, nous voyons la situation géopolitique évoluer. At the same time, we see the geopolitical situation changing. That is, the conflict between NATO and Russia has intensified. Le conflit entre l'OTAN et la Russie s'est intensifié. En même temps, nous voyons la Russie réorganiser une grande partie de son économie vers l'Est, ce qui signifie qu'elle a également différents partenaires pour l'Arctique. Donc je suppose que cela influence inévitablement notre manière de coopérer et de rivaliser dans l'Arctique. Ma première question cependant est que l'un des projets clés de la Russie, qui pourrait transformer l'Arctique, est cette route maritime du Nord. Quelles sont les opportunités et les défis liés à l'établissement de ce corridor de transport et avec qui la Russie le développe-t-elle actuellement? Who is Russia developing it with now? Thank you. That is a very good. Merci. And, very topical. C'est une question très bonne et très actuelle. La route maritime du Nord est actuellement l'un des corridors maritimes les plus prometteurs, sûrs, courts et économiquement avantageux au monde. Lors du Forum international arctique, territoire du dialogue à Mourmansk en mars de cette année, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a déclaré qu'elle devrait devenir une section clé, un élément clé du corridor de transport transarctique, qui s'étendra de Saint-Pétersbourg à travers Mourmansk jusqu'à Vladivostok, unissant les régions occidentales et orientales de la Russie. La demande pour la route maritime du Nord est en augmentation sur la scène du commerce mondial. Les données montrent une augmentation stable du trafic de marchandises, qui l'année dernière s'élevait à près de 38 millions de tonnes. Which last year amounted to near 38 million tons. I would like to highlight especially. Je tiens à souligner en particulier que le transit le long de la route maritime du Nord a augmenté de 44% en 2024, principalement en raison du fait que les expéditeurs ont commencé à rediriger une partie du fret vers l'Asie par la route maritime du Nord. Auparavant, ils passaient toujours par le canal de Suez. Il n'est pas moins important de noter que depuis 2 ans déjà, des brise-glaces opèrent sur la route presque toute l'année. Quant aux défis, l'ensemble du système de logistique maritime international souffre actuellement d'un niveau élevé d'incertitude. Les risques d'événements imprévisibles restent élevés, comme le montre l'exemple des routes du Sud. La pression des sanctions, les tarifs actuels et la guerre jouent également un certain rôle. Néanmoins, l'État et les entreprises mènent conjointement un travail à grande échelle pour étendre et rénover l'infrastructure portuaire et augmente la flotte de brise-glace et de secours d'urgence. Icebreaker and emergency rescue fleets. Russian companies that transport oil products and LNG. Les entreprises russes qui transportent des produits pétroliers et du GNL opèrent déjà dans les mers du Nord. Néanmoins, il faut davantage de capacité pour expédier du charbon, des vracs et d'autres cargaisons. Il est également nécessaire d'augmenter la capacité de construction navale pour renouveler la flotte marchande. We are open to Nous sommes ouverts à la création d'entreprises conjointes là-bas. Nous interagissons activement avec certains pays, notamment avec la Chine. China.
Une sous-commission bilatérale sur la route maritime du Nord est en fonctionnement depuis mai 2024. En juin 2024, une structure pertinente sur la route maritime du Nord a été lancée au sein de la Commission intergouvernementale russo-indienne pour le commerce. Ils sont également en dialogue avec d'autres pays qui possèdent une bonne expertise et des connaissances en construction navale et en transport maritime. Des partenaires du Bélarus et des Émirats arabes unis montrent également de l'intérêt pour la route maritime du Nord. Il est intéressant de voir comment l'Inde se connecte également avec Vladivostok, puis avec l'Arctique. Il y a beaucoup de projets dans cette direction. Maintenant, en plus de fournir un corridor de transport qui est plus rapide et moins cher, quelles sont les ressources disponibles dans l'Arctique? Car c'est aussi un attrait clé pour la coopération et le développement. Quels sont les principaux projets russes que nous voyons actuellement pour l'extraction d'énergie? Et je suppose, encore une fois, qui sont les principaux partenaires de la Russie maintenant qu'elle réoriente son économie davantage vers l'Est. Tout d'abord, je voudrais souligner que l'Arctique est une région riche en métaux rares et autres matériaux stratégiques dont la demande est croissante, nécessaire pour la transition énergétique. Et je pense que tout le monde a entendu parler des plus grands projets pétroliers et gaziers: Varandey, Prirazlomnoe, Noviport, Yamal LNG, Vostok Oil. Le cuivre, un projet minier concentré dans la zone de minerai de Baimskaya, et les activités de Norilsk Nickel, ses entreprises et ses projets. Le cuivre est l'un des métaux très demandés pour l'économie verte et pour la transition énergétique. Ainsi, développer le potentiel en ressources minérales de l'Arctique est l'une des priorités clés du gouvernement russe. Cela inclut à la fois les installations, les champs et l'ensemble du réseau de chaînes logistiques, y compris le transport et l'infrastructure d'approvisionnement offshore et onshore. D'énormes investissements sont réalisés pour développer des projets énergétiques dans l'Arctique et le retour sur investissement devrait également être significatif, avec plus de 100 millions de tonnes de produits finis et semi-finis d'ici 2030. Malgré la pression des sanctions, le plan gouvernemental de développement de la route maritime du Nord pour la période allant jusqu'en 2035 est progressivement mis en œuvre. Le 28 mars, le président Poutine a lancé le premier chargement du terminal charbonnier de Lavna sur la rive de la baie de Kola, dans la région de Mourmansk. N'oublions pas le terminal de transbordement de pétrole marin Arctic Gates, le terminal Utreni pour le projet Arctic LNG, le terminal Sever pour le projet Vostok Oil, et le chemin de fer latitudinal nord, qui devient de plus en plus important car il pourrait fournir l'approvisionnement en marchandises à la route maritime du Nord. Donc tous ces projets sont, bien sûr, complexes et coûteux, mais très prometteurs. J'ai déjà mentionné nos principaux partenaires dans l'Arctique, mais il est important d'ajouter que la Russie est prête à travailler ensemble, non seulement avec les États arctiques, car de nos jours c'est en pause, mais avec tous ceux qui sont intéressés par le développement durable et pacifique de la région et se concentrent sur la perspective à long terme. Et je voulais aussi demander, car les États-Unis cherchent à contester une partie du contrôle de la Russie dans l'Arctique russe. Mais bien, pas seulement la Russie, mais aussi le Canada en l'occurrence. Quelle est la base pour que les États-Unis contestent les revendications territoriales russes et je suppose canadiennes dans l'Arctique? Comment la position des États-Unis envers l'Arctique sur ces questions s'aligne-t-elle avec les autres États arctiques? Combien de divisions y a-t-il entre les alliés de l'OTAN d'ailleurs? Et dans quelle mesure cela importe-t-il maintenant que nous voyons que les 7 autres États arctiques,
à l'exception de la Russie, sont désormais membres de l'OTAN. Comment cela impacte-t-il la rivalité? The main consequence La principale conséquence de l'approche sélective de certains États vis-à-vis du droit international, y compris la question de l'expansion des limites extérieures du plateau continental, est de contribuer à une incertitude croissante et à des éléments déstabilisateurs dans la région. Tout d'abord, cela affecterait la navigation et les activités économiques, ainsi que les plans des gouvernements des États arctiques, car toute incertitude engendre des risques pour toute activité dans la région. C'est pourquoi toute décision à cet égard devrait être mise en œuvre sur la base du droit international, principalement par le biais de la Commission des limites du plateau continental. Le fait que 7 des 8 États arctiques soient membres de l'OTAN indique que la formule de sécurité dans les hautes latitudes devient de plus en plus compliquée. Les pays arctiques se trouvent actuellement dans une situation difficile, confrontés à un grand nombre de défis dans les domaines de la sécurité, du changement climatique, de la coopération scientifique gelée et des conséquences des crises dans d'autres régions. La seule chose que la présence de l'OTAN dans la région peut ajouter à cela est une nouvelle escalade des tensions. De plus, l'état actuel des choses n'est pas garanti pour toujours. Nous observons tous actuellement avec une certaine inquiétude la situation autour du Groenland. Les revendications d'expansion territoriale des États-Unis et de l'Europe, le refus du Danemark de se séparer de son passé colonial, ainsi que les déclarations sur le Canada devenant une partie des États-Unis. Cela pourrait donc reconfigurer le nombre de ces États et la place de l'Arctique à l'avenir. Qui sait? Pour clarifier, la position russe sur la revendication des États-Unis concernant le Groenland, cela suscite-t-il des inquiétudes à Moscou ou comment le voyez-vous? Bien sûr, tout conflit, même s'il s'agit d'un conflit entre deux États membres de l'OTAN, pourrait apporter une certaine incertitude. Mais c'est une question à régler tout d'abord par le Danemark et les États-Unis. Ce n'est pas notre problème. C'est pas pour nous un problème de s'établir là-bas. Et nous espérons que toute issue à cette situation sera basée sur la volonté des Groenlandais. Il est également important de prendre en compte les droits des peuples autochtones du Groenland. Mais nous espérons le meilleur pour une solution qui sera dans l'intérêt des Groenlandais. Eh bien, étant donné les tensions actuelles entre l'Est et l'Ouest, nous constatons que la Russie renforce sa coopération avec l'Est pour développer l'Arctique, principalement avec la Chine, mais aussi avec des pays comme l'Inde. Quel est le rôle de ces États dans l'Arctique en termes d'intérêt? Et voyez-vous des répercussions plus larges de leur implication? La région asiatique devient le moteur de la croissance économique mondiale. La Chine et l'Inde représentent une part significative du PIB mondial, et cette part devrait augmenter à l'avenir. Il est donc naturel que ces pays pensent à l'échelle mondiale et n'excluent pas l'Arctique de leur zone d'intérêt. En même temps, il est surprenant que tant de négativité soit dirigée contre ces acteurs non arctiques qui promeuvent un agenda purement pacifique dans les hautes latitudes, au lieu de ceux qui envoient des navires de guerre. L'implication active dans les affaires arctiques de pays non arctiques tels que le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France est rarement remise en question, et c'est très regrettable. C'est un bon point. Eh bien, ma dernière question concerne la possibilité d'améliorer les relations entre la Russie et les autres États arctiques.
car en tant que Norvégien et faisant partie d'un État arctique, j'espère qu'à un moment donné, une coopération mutuellement bénéfique entre nos pays pourra être rétablie dans l'Arctique, étant donné que nous sommes des pays voisins. Voyez-vous des opportunités pour, sinon, revenir à la situation d'avant, au moins construire une nouvelle base pour la coopération arctique? Ou bien beaucoup de projets sont-ils déjà organisés avec l'Est maintenant? Donc, nous parlons de la Norvège, et la Norvège suit actuellement, malheureusement, l'agenda anti-russe. Des pays occidentaux. Cependant, le tableau objectif est que la Russie et la Norvège sont condamnés à coopérer. Nos pays ne sont pas seulement voisins en tant qu'États arctiques. Nous avons une responsabilité particulière pour le destin de cette région en particulier. De nombreux problèmes existants dans l'Arctique ne peuvent être résolus que par des efforts conjoints. Le changement climatique, la dégradation du pergélisol, la perte de biodiversité et les catastrophes naturelles et d'origine humaine. Le bien-être des peuples autochtones nécessite de rechercher des solutions communes dans le cadre des formats intergouvernementaux existants et dans le but de développer la science et la coopération internationale. Quant à la coopération économique, je voudrais le dire simplement, le cadre actuel ne correspond pas à la base économique ou au potentiel économique. C'est donc anormal. Étant donné la position économique et géographique de votre pays, ainsi que les avantages à long terme, il est évident que si la Norvège agissait dans son propre intérêt, elle ne manquerait pas l'occasion de planifier et de mettre en œuvre des projets communs liés au développement de la route maritime du Nord. Et pas seulement cela, mais aussi des lignes aériennes de la Norvège vers l'Asie. Je note avec regret qu'au lieu de cela, la Norvège a choisi la voie de la confrontation, rompant les liens existants. Je sais aussi que certaines entreprises norvégiennes, notamment dans le Nord, ont souffert des sanctions contre la Russie. Beaucoup, apparemment par crainte de persécution, s'abstiennent de tout contact. Mais il y a aussi ceux qui sont intéressés par le rétablissement des liens de travail et des interactions commerciales. Eh bien, comme vous l'avez dit, l'Arctique étant à moitié sombre, étant russe, nous sommes condamnés à coopérer. Alors, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Vous aussi. Tout le meilleur. Likewise.